Bonjour et bienvenue à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle. Votre hôte, Jean-François Sénéchal, professeur d'éthique à l'Université Laval. Comment allez-vous, bande de fous, bande de folles d'intelligence artificielle? Bienvenue à votre saison 4 d'IA Café, 4e saison. Content de vous savoir de retour. Vous êtes toujours là, passionnés, engagés avec nous dans notre enquête sur l'intelligence artificielle, dans notre exploration des enjeux éthiques, des enjeux sociaux, légaux, techniques. On est là-dedans. Vous nous avez manqué. J'espère que vous avez passé un bel été. Merci de nous accompagner encore dans cette saison 4. Moi, je suis bien reposé, bien énergisé. Je suis là, puis parce que l'énergie est à son comble en ce début d'année, je ne dirais pas IA Café, mais IHA! La face de ma collaboratrice, je ne l'ai pas encore présentée, mais elle est à mes côtés, mais sa face, c'est certain que ça va être le titre de notre épisode. Je pensais pas être capable de le faire. Je me suis dit, je vais faire un gros IHA, on va voir à quoi ça ressemble. C'est un peu gênant pour moi aussi, mais bon, je me suis dit que j'allais le faire. Année 4, écoutez, on vous réserve encore d'excellents épisodes, encore une fois. On va essayer de relever la barre, plusieurs entrevues, évidemment, là, avec vos principaux acteurs et actrices de l'intelligence artificielle dans la francophonie. Ça aussi, c'est notre marque. C'est notre formule, donner la parole aux experts, expertes de la recherche sur les enjeux éthiques, sociaux, juridiques, humains, de l'intelligence artificielle, puis réfléchir avec eux, discuter de recherche, tenter de créer l'impossible, peut-être, c'est-à-dire un véritable dialogue entre les disciplines qui gravitent autour d'un seul thème, d'un seul problème, d'une seule quête, l'intelligence artificielle. Bien hâte de vous présenter ces invités. La liste est belle cette année, vous allez voir des gros noms sur cette liste. Toujours pas de Joshua Bengio sur cette liste. Ça faisait partie de notre concept au début, d'ailleurs, essayer d'avoir tout le monde sauf Joshua Bengio. Je pense que c'est réussi. Pas parce qu'il est pas fin, évidemment, c'est notre chouchou, mais c'est intéressant de donner la parole à d'autres aussi, donc pour puis les rencontrer, les entendre, oui. Et parmi ces autres, il y a évidemment les analyses et réflexions des membres de notre équipe, nos geeks de l'intelligence artificielle. Donc, c'est vraiment fou ce qui se passe. C'est folles et fous qui consacrent un peu trop de temps aux enjeux éthiques, sociaux, juridiques, techniques de l'intelligence artificielle. Et pour m'accompagner cette semaine et pour entamer cette saison 4, ils sont 4. Justement, c'était pas un concept, c'était pas pensé, c'est le hasard des choses. La première, Shirley Plumerand est là. Comment ça va, Shirley? Salut, ça va et toi? Très bien. T'as passé un bel été, Shirley? Oui, très bien. J'ai le plaisir de dire que j'ai délaissé toutes les lectures autour de l'intelligence artificielle pour me consacrer à 100% au thriller et à la course à pied. C'était super. Voilà. Donc, mais du coup, je peux revenir sur l'intelligence artificielle aujourd'hui. Ça me fait très plaisir. Ben oui, c'est important l'été un peu de décrocher. Bienvenue, Shirley, bienvenue dans cette saison 4. Le deuxième, Sylvain Munger est là. Comment ça va, Sylvain? Ça va tip-top, et vous? Tip-top. Ben oui, il disait ça avant notre enregistrement. Tip-top, tu dis ça, toi? Eh oui, je dis ça. C'est comme ma marque de commerce. Eh bien, ça y est, on va essayer de dire ça. Il est tip-top et souhaitons que ce soit une année tip-top avec lui. T'as passé un gros été, Sylvain? Un été très modeste, autant dans les ambitions que en raison de la météo, que des ambitions même côté, je dirais, intellectuel aussi. Je vais reprendre un peu dans le sillage de Shirley, c'est-à-dire que moi, je me suis tourné aussi vers la course à pied et dans un régime de diète assez sévère de Xbox.
C'est bien. Ouais, c'est ça. On essaie de décrocher comme on peut. Merci Sylvain d'être là encore en cette saison 4. Et je vous disais qu'on était 4, mais j'en ai 2. Je vais toujours avoir mes collaborateurs usuels. Là. Donc, Ève Gaumont sera là encore cette année. Frédéric Plamondon, Sylvain, Shirley ont promis d'être là. Il y a David Beauchemin et Maxime Heuillet qui vont tenter d'être là, mais je vous promets rien parce que les deux tentent d'accoucher d'une thèse, puis comme en amour d'ailleurs, c'est intéressant le processus intellectuel, il y a des parallèles à faire. Là. Comme en amour, là, la conception, c'est le fun, la gestation, c'est long, puis mais le travail, l'accouchement, aïe aïe, c'est là que ça se passe, puis les deux sont à cette étape-là. Ils vont peut-être faire un passage ou deux là, cette année, mais en même temps, je vous fais pas de promesses. Pour les remplacer, humblement, évidemment, parce que le contenu d'IA Café manquait un peu de personnes pour mettre le nez sous le capot pour parler d'intelligence artificielle, mais oui, mais de programmation, de données. Ça manquait de personnes qui connaissaient un peu mieux le terrain puis qui arpentent ce genre de terrain. La première nouvelle collaboratrice ici à IA Café, elle est à Québec, elle est à côté de moi en studio. Véronique Tremblay s'est jointe à l'équipe d'IA Café. Comment ça va, Véronique? Très bien, Jean-François. Très heureuse de me joindre à vous à IA Café, vraiment. Merci de l'invitation. Merci de m'accueillir parmi vous. Génial. Bienvenue dans l'équipe. Ça va être le fun. Content de te rencontrer. Je suis convaincu qu'on va avoir de belles discussions. Le second collaborateur, il est de l'autre côté de la grande flaque. C'est l'expression que j'ai utilisée cette année, de l'autre côté de l'océan. Il est en France, à Paris. Stéphane Minéo se joint à l'équipe d'IA Café. Bonjour Stéphane. Bonjour Jean-François, bonjour tout le monde. Ça va bien Stéphane? Oh, ça va très bien. Est-ce que le ciel est toujours d'un aussi beau gris à Paris? Eh bien non, aujourd'hui il fait très très chaud à Paris. Voilà, on subit un peu la chaleur. Ben oui, hein, c'est curieusement la même chose. Cette semaine, en ce moment, il doit faire 35 ressentis dehors avec l'humidité. Écoutez, on est au Québec, là, je vous rappelle, là, habituellement, ce temps-ci, on commence à avoir froid. C'est pas le cas. C'est un bel été qui se prolonge, puis heureusement. Puis, j'entrerai pas dans les raisons probables de ce beau temps. Écoutez, j'aurais aimé vous présenter un long prologue. J'avais enregistré un bel épisode la semaine dernière avec mes deux nouveaux collaborateurs. Puis Véronique était branchée avec un VPN et tout un arsenal technique pour protéger sa vie privée. Puis son système, la bonne nouvelle, c'est que son système a bien fonctionné, elle est compétente. C'est là que je voulais m'en aller, là. Parce que l'enregistrement, n'a pas fonctionné. C'est-à-dire que seule sa piste, mon logiciel n'était pas capable de prendre sa piste. Donc, bravo, ça a bien fonctionné, mais le résultat à la fin, c'est qu'il n'y avait rien. Donc, je me suis dit un beau IARC, tiens, pour reprendre l'expression. Puis voilà, Véronique, bravo, t'as réussi. Ben, c'est ce que je me dis. Évidemment, je suis un peu déçue, puis je suis un peu gênée en même temps de ça, mais en même temps, je suis contente. Mon système de protection fonctionne. Bravo. Il y a personne qui peut m'enregistrer à mon insu sur mon ordinateur. Bravo. Donc, ben non, je suis pas capable de prendre ta piste audio, là. Donc, elle est en studio aujourd'hui avec moi, là, ça devrait aller. Mais en même temps, c'est ça. J'étais un peu déçu, je l'avoue, là, l'après-midi, quand j'ai regardé qu'il n'y avait pas de piste. Mais en même temps, peut-être que c'est bien que ça se passe là, avant qu'on reçoive là, nos vedettes de l'intelligence artificielle, qu'on se retrouve avec un épisode comme aujourd'hui, là, avec 4 collaborateurs. Donc, voilà, de toute façon, tiens, je vais vous les présenter, mes nouveaux. Là, on va je sais pas, vous présenter un peu, là, succinctement, au moins pour que nos auditeurs commencent à vous connaître un peu. Parlez-nous de
Votre parcours, peut-être, votre parcours académique, Véronique, tiens, la championne de la protection de la vie privée. Véronique, c'est quoi ton parcours, d'où tu arrives pour être compétente à ce point? Ben, j'arrive d'un parcours en statistique. Là. Je suis formée à la maîtrise en statistique. Je travaille depuis quelques années dans le domaine, surtout dans le secteur de l'assurance là, présentement. Donc, je suis scientifique de données. Scientifique de données en assurance. Ouais, chez Beneva, j'ai un rôle de... Beneva, on va le nommer, mais si on le nomme trop souvent, on va demander une commandite. On va le nommer effectivement. C'est pas une question de le cacher, mais je fais pas ça pour Beneva. On va en reparler à la fin là, de dans quel cadre ça rentre. Oui. Ben ça rentre pas dans mes activités de chez Beneva de venir jaser d'intelligence artificielle avec vous. Et pourtant, là. t'en fais de l'intelligence artificielle? Ça arrive comment dans tes tâches au boulot, l'intelligence artificielle? Dans mes tâches au boulot, je suis moins dans l'aspect là, programmation que je l'étais avant. Je m'occupe plus de... je suis responsable de l'IA responsable, donc de l'éthique de l'IA. Responsable de l'IA responsable. De l'IA responsable, oui. Donc, je m'occupe de mettre en place les procédures, de m'assurer qu'on respecte la loi, qu'on se pose les bonnes questions, puis qu'on fait notre travail comme il faut. Puis en même temps, j'essaie moi aussi d'accoucher d'une thèse doctorale sur Ils sont tous l'éthique dans l'accouchement. de l'IA. T'enseignes aussi, tu m'avais dit que t'enseignais. J'enseigne encore aussi, oui. Je prends au moins une charge de Ici, cours à par Laval? année à l'Université Laval au département de mathématiques. Tu donnes quel oui. cours? Ben, ça dépend, mais surtout analyse de données, là, où j'enseigne apprentissage automatique de base, là, apprentissage De base. supervisé, non supervisé. Ben, de base à la maîtrise quand même, là, mais... De base à la maîtrise. Quelque chose d'insultant là-dedans. De base, tu sais, il est rendu à la maîtrise, il fait ce genre de tâche-là, pas pire. Donc, ouais, ma spécialité, c'est vraiment plus l'aspect mathématique de la chose. Vous voyez un peu le genre de tête qu'on va avoir maintenant. Ben, ça va être le fun, Véronique, là, d'avoir au moins quelqu'un là, qui peut parler de maths. Je suis désolé si vous haïssez les maths, on va en parler de maths, on va parler de ça, de données, à quoi ça ressemble concrètement sur le terrain, la cueillette responsable de données. C'est pas facile, mais oui, on va essayer de parler de maths de temps en temps, de doucement quand même, d'autant que oui. à l'audio comme ça, c'est quand même plus difficile de faire passer certains concepts, mais c'est pas grave, on va s'essayer puis on va essayer de creuser ça là, un petit peu plus ensemble. Excellent. Stéphane, tiens, lui est à l'autre bout. Stéphane qui nous écoute attentivement. Toi, Stéphane, t'arrives d'où? Eh bien, alors j'arrive d'une entreprise. Hein, j'étais dans le conseil, dans une grande entreprise de conseil. Ça fait une vingtaine d'années. J'ai démarré développeur et puis j'ai fini dans le management. Et j'ai décidé donc, c'était dans le conseil, j'étais spécialisé dans la gestion des données, notamment, et la modélisation des modèles de données. Depuis, j'ai entamé une reconversion, puisque avec les données, on a envie de s'amuser un petit peu avec, et donc je bascule dans l'intelligence artificielle. Et voilà, donc, je suis pour l'instant en train de me former et en train de proposer mes services pour des petites entreprises. Comment on peut s'amuser avec des données? Ça a l'air de t'amuser, mais moi, je ne saurais pas comment m'amuser avec des données. Là. Comment on s'amuse avec des données? Ouais, il y a beaucoup de choses. En fait, j'ai toujours joué un petit peu avec l'informatique, hein, puisque fabriquer des algorithmes, ça a toujours été un jeu pour moi. Et dans les données, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ressortir par l'intermédiaire de statistiques, évidemment. Et donc l'intelligence artificielle se place à cet endroit-là pour faire un travail de segmentation ou de prévision avec des données. Puis je suis curieux, tes jeux de données, tu prends ça où pour jouer avec tes jeux de données? Je sais pas si ça se dit, là, mais jouer avec des jeux, mais... Alors, pour faire mes tests, j'utilise des jeux de données qui sont publics. Il y a beaucoup de données qui sont mises à disposition sur Internet par les gouvernements ou certaines entreprises. Il y a également des jeux qui sont proposés par des entreprises et donc qui proposent leurs données en contrepartie.
Donc on peut utiliser ces données-là pour s'amuser un petit peu avec l'intelligence artificielle. Et sinon, il y a d'autres sources de données. Je peux les créer également, les données. Vous voyez un peu le genre de tête de Stéphane. J'espère que vous êtes capable de le saisir, là. Il joue avec les données, fait de l'informatique. Donc, c'était vraiment un profil qui est intéressant aussi dans l'équipe d'IA Café, là, ceux qui ont vraiment le nez dedans. Moi, je disais l'expression là, sous le capot, qui ont les mains sont capables d'avoir les mains dans le cambouis pendant que mes mains restent propres, mais qui sont capables de parler de tout ça. Donc, bienvenue à vous deux, Véronique, Stéphane, bienvenue à nos deux nouveaux baristas d'IA Café. Bariste IA, c'était le jeu de mots là, que je vous avais présenté. Je vous avais proposé. Il n'y avait pas... Dernier enregistrement, là, que vous ne l'entendrez pas, mais j'avais proposé ça, puis j'avais pas eu beaucoup de belles rétroactions de mes collaborateurs. C'était peut-être pire que mon IA de tantôt, là. Donc, c'est ça. On peut pas ça réagir sera... à tous tes jeux de mots, Jean-François. Désolé, mais non. Désolé. Hein. Bon, On garde que les meilleurs. Ça doit se soigner. Bienvenue donc dans l'équipe d'IA Café. Ça nous prenait du nouveau monde pour nous faire ce délicieux café. Puis avec 65 épisodes, ça nous prend du monde. Puis sont là deux nouveaux, une nouvelle, un nouveau. Une équipe extraordinaire encore qui vous ressemble, qui tente, comme vous d'ailleurs, de façon sans prétention, cordiale, amicale, sans bullshit académique aussi. Là. Désolé du mot, là, mais des fois, en académique, on se replie dans notre langage puis on oublie de se parler. Donc, voilà, deux nouveaux collaborateurs pour nous aider à se faire une tête, vous faire une tête aussi sur l'intelligence artificielle puis les enjeux associés. Une autre belle saison avec toute cette équipe. Puis le sujet principal de l'épisode d'aujourd'hui, je voulais parler avec eux, avec elles et eux, de notre automne. Qu'est-ce qui nous attend? C'est assez simple. Je voulais reconnecter avec eux, mais prendre de leurs nouvelles, évidemment, mais surtout en savoir un peu sur leur projet cet automne, histoire de permettre à nos auditeurs, auditrices de reconnecter aussi avec l'équipe d'IA Café. Tour de table, qu'est-ce qui attire votre attention cet automne? C'est quoi vos projets? Commençons par l'autre côté de la flaque, peut-être. Shirley, c'est quoi tes projets cet automne? Alors, à titre perso, on est vraiment tous en salle d'accouchement de thèse. Donc, voilà, pour ma part. Ils sont en train d'accoucher. Ouais, le travail est difficile. Mais ça m'empêche pas pour autant de m'intéresser à 2-3 petites choses en parallèle quand même. Notamment l'entrée en vigueur du DSA le 25 août. Voilà, c'est vrai. C'est tout chaud, presque tout chaud. Et ça va être intéressant, je pense. Le DSA, tu peux nous expliciter l'acronyme? Digital Services Act, Union européenne, nouvelle réglementation pour poser un cadre de nouvelles contraintes pour les grandes plateformes, principalement de réseaux sociaux. Et voilà, du coup, ça va être autour de sujets de désinformation, de haine en ligne, de publicité ciblée. Voilà, le contenu en général des réseaux sociaux. Et voilà, pour essayer d'un petit peu de pallier aux dérives, aux risques qui peuvent s'accompagner de cette utilisation. Et du coup, voilà, vaste sujet, vaste projet, un petit peu, très ambitieux, mais très cool de l'Union européenne, après la réglementation sur les données personnelles. Et voilà, et je pense que c'est à suivre de très près, surtout, je pense, moi je prends pas trop de risques en disant ça, mais je crois que le sujet principal, le principal enjeu de cette nouvelle réglementation, ça va être quand même la modération pour les réseaux sociaux. C'est compliqué, très compliqué de mettre en place des choses. Donc, des contraintes pour obliger ces grands réseaux sociaux-là
à mettre des outils de médiation, c'est ça que tu veux dire? Ouais, des outils de modération. Modération, oui. D'aller plus loin que ce qu'ils font aujourd'hui, à savoir avoir des petites équipes payées au lance-pierre qui sont confrontées à du contenu, des contenus problématiques en général, et du coup ça va s'axer à la fois sur le fait de retirer le plus vite possible des contenus justement considérés comme problématiques, à savoir ce qu'on entend par problématique justement, et le plus rapidement possible, ce qui va poser des difficultés évidentes, et permettre par ailleurs aussi, justement pour cette rapidité, permettre aux utilisateurs de signaler facilement du contenu, mais là aussi, problématique. Et là aussi, il va y avoir des enjeux assez forts, justement, surtout liés à de la désinformation, etc. Enfin bref, voilà, ça va être intéressant, mais très challengeant. Ça sort quand, ça? Ça va être publié? C'est publié, c'est entré en vigueur. C'est entré en vigueur, et voilà, ça va se mettre en place. Justement, le problème, c'est que... Donc, tu vas suivre les répercussions de tout ça, comment de l'entrée en vigueur, ouais, il y a justement le problème, c'est que, en tout cas pour le sujet de la modération, ça va potentiellement mettre un peu plus de temps que d'autres choses à mettre en place. Donc voilà, ça va être ce jeu de négociation et de collaboration entre les États et puis les plateformes de réseaux sociaux pour justement faire appliquer ce DSA et ces nouvelles règles, et ne pas aller jusqu'à la sanction. Et voilà, on verra. On verra. On souhaite pas ça. On souhaite plutôt que ça se fasse sans heurts. Ouais. Oui. S'il y a résistance ou collaboration. À voir. Collaboration, oui. Je suis curieux de voir à quel point que ça va être collaboratif, ces joueurs-là. Disons qu'ici au Québec, on a tout le débat là, sur le contrôle médiatique, là, donc les grands méta de ce monde, donc sur Instagram, sur Facebook, maintenant on refuse de publier du contenu d'information, donc c'est plus possible de partager une page ou une nouvelle de Radio-Can via ces réseaux-là, ouais. Donc il y a vraiment une joute, ça, collaboration, là, pour l'instant, la collaboration, on est plutôt dans la grosse partie de bras de fer entre ces géants-là, puis notre gouvernement. Donc ça, c'est un dossier à suivre. Hyper intéressant, ouais. Au Québec. OK, Shirley. Voilà. Donc ça, c'est ce qui t'attend, c'est le côté très juridico-juridique. Voilà. J'ai un autre truc sous le coude, mais en tout cas, celui-là, c'est... C'est quoi l'autre truc sous le coude? Mon autre truc sous le coude, c'est... Je suis tombée... En fait... la saison à venir là pour la France va être sportive au sens propre du terme, parce que nous sommes à la veille de l'ouverture de la Coupe du Monde de rugby. Ça fait peut-être 6 mois là, que tu nous tu crées des attentes là, puis donc tu nous fais monter ça là, on sent que ça s'en vient, t'es prête. Ça y est, on y est, sortez votre short, vos chaussures, tout. Allez courir, faites comme Sylvain et Véronique, allez courir, là, ça s'en vient, les Olympiques s'en viennent. Ouais, exactement. Ce dossier-là, là, tu nous as bien préparé. Ouais, donc Coupe du Monde de rugby, JO et Jeux paralympiques 2024. Donc, on rentre dans le sujet à fond. Et je me suis dit justement Mais c'est pas l'aspect sportif qui t'intéresse le plus. Si, justement. Mais si, rentrons dedans. Rentrons dans l'aspect sportif, justement. Qui va gagner la Coupe de rugby, non? Non. Justement, quel est l'impact? Y a-t-il l'utilisation et quel est l'impact de cette utilisation des nouvelles technologies dans le monde du sport? Et justement, j'ai découvert que c'est très utilisé. La data, la statistique depuis très longtemps, je pense que Véronique pourra confirmer facilement, mais pas que. Et justement, on a une utilisation intense, je crois, dans le monde du sport, dans tous les domaines, dans toutes les disciplines, d'algorithmes et d'intelligence artificielle. Et je me suis dit, mais c'est passionnant, parce que du coup, pour les athlètes de haut niveau, on est à la recherche de leur performance. Et quand ça vient rencontrer la capacité d'optimisation des algorithmes, et en particulier de l'intelligence artificielle, et du coup, moi, j'ai envie de voir quel genre de feu d'artifice ça donne. Et voilà, du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant qu'on se questionne cette année, cette saison, sur ce sujet-là, sur cette utilisation. Si tu veux, je peux citer quelques exemples.
Ben oui, vas-y. d'utilisation. Justement, sur tout ce qui est algorithme d'anticipation et avenir des sportifs, t'as des algos qui sont utilisés pour mesurer l'effort d'un athlète, par exemple dans un sport de contact, type rugby. T'as des algos qui vont venir analyser certains schémas répétitifs, dégager des tendances de ces joueurs qui prennent des risques et qui ont des risques de se blesser. Ah oui, c'est sûr. Ça. Ouais, et t'as ces algorithmes-là d'anticipation, je dis bien anticipation, qui vont venir justement prédire le risque de blessure d'un athlète selon ses types d'entraînement, selon le contenu d'un match, selon sa position sur le terrain, selon, enfin voilà, ses données de santé aussi. Et du coup, je Vraiment, trouve ça moi, je hyper pensais que j'étais un geek de ça, là, c'est-à-dire que moi, le sport, le foot, j'écoute du soccer, du foot, puis je pensais être un fou de la statistique, mais je pense que il y en a des encore plus fous que moi. Ah, mais oui. Puis justement, la technologie est là pour avoir accès à des données auxquelles moi j'ai pas Ouais. accès. Donc tout est mesuré, tout est calculé, donc on fait des outils prédictifs sur non seulement les performances sportives des joueurs, mais leur valeur monétaire. Donc il y a quelque chose, il court moins de kilométrage, donc qu'est-ce que ça veut dire sur sa valeur sur le marché des transferts? Donc, c'est quoi cette histoire? Mais c'est énorme. C'est intéressant l'angle que tu choisis là, pour... Ouais, mais t'en as des utilisations, mais c'est infini en fait. T'as un exemple de l'équipe de foot de Toulouse, qui est une équipe professionnelle, hein, qui a été recrutée. T'as plusieurs athlètes de l'équipe qui ont été recrutés sur décision algorithmique en fait. Oui, il y a des recommandations. Ça a fait ressortir plusieurs athlètes qui étaient complètement inconnus. Ça a créé la surprise. Voilà, je trouve ça hyper intéressant. Aussi à quel point on se base justement sur c'est de l'aide à la décision. Est-ce que c'est juste de l'aide à la décision ou c'est plus ça pose aussi plein de questions justement sur tout ce qui est analyse, comparaison entre équipes, entre athlètes. Comparer les joueurs entre eux avec des données statistiques démontrées. Mais oui. Et avec tous les bons en avant que les nouvelles technologies, les algos peuvent avoir de temps en temps, on l'a vu avec ChatGPT la saison précédente. Est-ce que c'est pas, si jamais demain, là, par exemple pour les JO, on se rend compte que une équipe ou un athlète, enfin un pays utilise tel type d'algorithme qui donne un avantage qu'on considère comme disproportionné. Pour comparer, je pense je sais plus en quelle année c'était, les combinaisons en polyuréthane dans la natation qui ont finalement été interdites. Est-ce qu'on peut avoir une interdiction de ce genre-là pour des nouvelles technos dans le monde du sport? Vraiment intéressant, Shirley, l'angle que ça va nous faire écouter les Jeux olympiques d'une autre façon. Donc, où se cache l'intelligence artificielle c'est ça. Dans tout ça? Puis des fois, c'est pas seulement des formules algorithmiques, c'est pas seulement des chiffres de la programmation. Des fois, c'est aussi évident que ça là, dans des émissions de télé qu'on consomme un peu trop, que ce soit du sport ou autre chose. Puis, si je peux me permettre, ça va être difficile là, de se poser cette question-là parce que ça amène une autre question qu'on se pose beaucoup présentement. Parce que dans la plupart des algorithmes dont Shirley a parlé, en fait, ce sont des statistiques classiques qui sont utilisées pour faire ça. On est très, très loin là, du ChatGPT et c'est encore ce qui fonctionne le mieux, ces statistiques classiques-là. Des statistiques classiques au sens de, c'est pas des nouveaux théorèmes, là, on n'est pas dans le transformeur ou dans le réseau de neurones profonds, ce genre de choses-là. Mais ces algorithmes-là peuvent quand même avoir un certain niveau de complexité qui fait en sorte que les gens le comprennent pas nécessairement, donc l'associent un peu plus à l'intelligence artificielle. Et à partir de quand on dit, hey, on est dans la bonne vieille statistique classique qu'on connaît bien, puis sur laquelle on s'appuie depuis très longtemps pour prendre des décisions de toute façon. Quand est-ce qu'on est là-dedans et quand est-ce qu'on est dans l'intelligence artificielle, le morceau qu'on ne comprend plus? C'est vraiment intéressant cette frange-là, là où s'arrête l'intelligence artificielle puis la statistique classique. Ouais. Dans les sports, ils parlent de statistiques avancées pour essayer de montrer que là, on est ailleurs que dans les statistiques classiques, mais finalement, puis c'est intéressant, cette limite-là, plus nos compétences en intelligence artificielle augmentent, plus cette limite-là
est pas toujours au même endroit. Là. Ce qui était considéré comme de la haute intelligence artificielle il y a 30 ans, c'est pas nécessairement ce qui se passe aujourd'hui. Là. Non, Mm. exactement. Non, exactement. Puis c'est effectivement la limite, elle évolue dans le temps. Mais je suis pas certaine je suis pas certaine de l'avoir évolué dans le même sens que toi. Dans le sens où traditionnellement, les gens ont peu confiance en la statistique, du moins dans le domaine de la recherche, tout ça, il y a une certaine confiance, alors que depuis qu'il y a tout le mouvement de l'intelligence artificielle, on se met à craindre un petit peu plus les algorithmes. Donc, oui, elle bouge, cette limite-là. Dans quel sens elle bouge? C'est pas clair pour moi, toujours. Vraiment intéressant, surtout sur la notion de crainte. Là. C'est-à-dire que si on craint trop, on va dire que c'est pas de l'intelligence artificielle. Tu sais, c'est pas de l'intelligence artificielle, c'est juste des données classiques, statistiques classiques, c'est juste de l'informatique un petit peu sur les stéroïdes. Puis si on est enthousiaste, on va dire, là on cherche des subventions, puis on va avoir du financement. Oui. Ah non, c'est sûr que c'est de l'intelligence artificielle, ça. Même s'il y a quasiment rien sous le capot, là, tu dis, ah, c'est sûr, j'ai une compagnie, j'ai une belle petite start-up, c'est sûr que c'est de l'intelligence artificielle ce que je fais. Alors que si on se met à poser des questions, oui, c'est de l'intelligence artificielle, moi je crains ça. Ouais, c'est de l'intelligence artificielle, mais c'est juste des statistiques classiques. En tout cas, c'est intéressant cette discussion-là. Merci Shirley. Donc, bel automne. On va surveiller ça avec toi. Donc, on ne regardera pas les Jeux olympiques de la même façon grâce à toi. Puis quand on va parler du coup, Ouais, vas-y. vous Shirley. poserez la question maintenant à chaque fois que vous voyez un athlète de haut niveau, est-ce qu'il a été aidé par l'intelligence artificielle ou pas dans son programme d'entraînement? À quelle Voilà. place l'intelligence artificielle où on sert de l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est des données statistiques classiques? C'est des données, on en a plein. Mais est-ce que ça a été utilisé un peu sous le capot? Intéressant. Merci. Shirley, on va aller vers... je pense que je vais aller en ordre devant mon écran. Non, c'est pas vrai. Ça va être 2 anciens collaborateurs avec... On va essayer de séparer. Des anciens collaborateurs, des nouveaux. On va aller vers Stéphane Minéo, on va le nommer au complet parce que vous ne le connaissez pas encore parfaitement. Stéphane, c'est quoi tes projets cet automne? C'est quoi qui attire ton attention? De quoi tu as envie de parler? Sur quoi tu as envie de réfléchir, Stéphane? Alors, il y a plusieurs petites choses. La première, c'est fin septembre. Il va y avoir le salon du Big Data et de l'intelligence artificielle à Paris. Donc ça, je vais y assister. Je vais essayer de trouver un peu l'inspiration, de voir un petit peu où est-ce que ça nous amène, que projettent les entreprises autour de l'intelligence artificielle. Voilà, j'espère y trouver des bonnes idées et puis peut-être ça va me soulever de nouvelles questions. La deuxième chose que je vais surveiller, j'ai envie de dire, c'est donc les LLM comme ChatGPT, donc les Large Language Models. Les modèles, en français, Grand mon modèle ancien de collaborateur. langage, ouais. Grand modèle de langue ou de langage, là, je vais me faire reprendre, c'est certain. Je suis pas sûr que c'est même bien désigné aussi. J'ai de la difficulté avec cette expression-là, des grands modèles de langue. Alors, ce que je trouve bien quand on parle de modèle de langue, c'est que c'est bien un outil qui parle et qui n'est pas forcément intelligent. Donc voilà, je préfère qu'on dise que ce soit un système qui parle, même s'il parle de mieux en mieux, plutôt que de dire qu'il est intelligent. C'est vrai que c'est intéressant, ce mot-là, Stéphane. Et puis, je voudrais voir, par exemple, analyser un petit peu la réponse de Google, par exemple, face à OpenAI, puisque ils prévoient, alors bon, ils ont Bard. C'est quand que ça sort, ça? Eh bien, je regardais les... Moi, je trépigne, là. Vous ne voyez pas, mais je saute sur ma chaise. Non, je saute pas sur ma chaise, mais j'ai bien hâte de voir. Alors, je regardais un article récemment, mais alors bon, je sais pas ce qui vaut exactement, quelle crédibilité on peut avoir, mais il parlait d'une sortie publique pour la rentrée, là. Alors, est-ce que ce sera uniquement aux États-Unis ou pas, je ne sais pas. Mais il y a Gemini, donc c'est un nouveau modèle de langage qui devrait sortir, qui devrait être plus performant que ChatGPT. Gemini de Google, c'est ça qu'on surveille. Ça. Et ça, je l'attends avec impatience. Il va être entraîné avec plus de données, des données plus qualifiées.
Apparemment, ils auraient travaillé avec des juristes pour vérifier tout ce qui concerne les licences des textes qui sont utilisés. Voilà, je suis très curieux de voir le résultat et de voir comment ça va être disséminé dans tous les outils Google, puisque je pense que ça va... Est-ce qu'il y a d'autres informations sur la différence entre le modèle proposé par Google puis ou le type Oui, de modèle d'OpenAI? par défaut, il devrait être multimodal, c'est-à-dire que il va pouvoir analyser des images, produire des images, alors qu'aujourd'hui, ChatGPT ne le fait pas tout seul. Ils ont séparé ça en deux applications. Donc, au lieu d'avoir DALL-E et ChatGPT avec chacun leur champ d'expertise, si je peux le dire comme ça, on aurait un outil où on dit fais-moi une image, Voilà, analyse c'est ça. cette image, à partir de l'analyse de cette image-là, crée-moi un roman. Alors, ça peut, effectivement, ça sera plus comme ça. Et apparemment, alors là aussi, j'attends de voir, puisqu'ils veulent aussi le connecter à YouTube. Et dans ce cas-là, faire de la production de vidéos et de l'analyse de vidéos également. Donc voilà, je suis très curieux et j'attends ça avec impatience. Et sinon, le jeu auquel je joue en ce moment, au mois de Tu joues à un septembre, jeu, ok, avec tes jeux de données, c'est ça. c'est ça. J'essaye de produire mon propre outil de génération d'images. Voilà. Donc je vais essayer. Je Tu vous t'es donnerai le dit, résultat. DALL-E, c'est pas suffisant, moi je vais créer le mien chez moi. Alors oui, alors c'est pas. Je me dis pas que c'est pas suffisant. Mais je reste très humble puisque mon seul objectif c'est de produire une image de fleurs, uniquement de fleurs. Et voilà. Donc je m'entraîne. Pour l'instant, les résultats, on va dire qu'ils sont plutôt. C'est plutôt de l'art abstrait. Mais je crois que ça aboutira. C'est intéressant de voir que tu essaies, en tout cas, de refaire le processus, donc peut-être à plus petite échelle. Ça n'a pas les Exactement. ambitions, les prétentions de DALL-E ou Midjourney, mais c'est le même processus intellectuel qui est derrière, j'imagine. Pour Vas-y, rebondir, Charlie. Stéphane, à deux choses que tu as dit. T'as parlé de Google qui avait bossé avec des juristes pour faire attention aux licences, etc. Et t'as parlé de génération d'images. Et ben, justement, je joins les deux sujets. J'ai entendu ce matin que c'était côté US, ils avaient créé alors c'est pas des juristes qui ont créé ça justement, qui avaient créé un espèce de vernis. Je crois que c'est ça, un espèce de vernis transparent justement à poser sur les images qui est invisible à l'œil nu, mais qui du coup empêche de la récupération d'images pour Midjourney, voilà, pour protéger justement certaines images d'artistes, etc., etc. Et je trouvais ça hyper intéressant, du coup. Oui, alors c'est vrai qu'on peut, entre guillemets, alors le nom exact, je sais plus comment ça s'appelle, mais on peut taguer Mettre une voilà, protection. une protection qui sont dans le code de l'image, qui permet d'identifier la source, enfin c'est des métadonnées, on appelle ça. C'est pour Enfin là, protéger le produit final ou moi, ce qui m'intéresse davantage, c'est comment on fait pour retracer derrière là, d'où viennent les inspirations. Parce que c'est un peu ça les enjeux avec l'image, là, c'est qu'il y a des artistes derrière qui, eux, se font piller leur création, dans le fond. Puis après ça, l'outil remélange à sa sauce, mais au début, il s'appuie sur quelque chose. Puis ce quelque chose-là, il y a des droits d'auteur derrière tout ça. Ben ça, par contre, c'est quand même beaucoup plus difficile de retrouver la source de l'information. Mais j'avais cru comprendre que ça empêchait carrément de l'utiliser, justement, que ça bloquait le process au départ pour qu'elle soit justement après derrière mélangée, mixée avec d'autres. Donc, les images, donc moi, je serais un techniquement. artiste, je produis quelque chose, je le mets sur Internet, puis ça le protège de l'utilisation de mon œuvre dans des outils de génération d'images comme Midjourney, puis Ouais, ce genre-là. de ce que je comprends justement, c'est que au lieu d'avoir ton image de fleur directement, enfin ça bloque le truc en mode c'est de l'art abstrait.
avant d'utiliser du mi-journée, quoi. Voilà. Donc ça a bloqué le. En tout cas, c'est un défi. Il y a un défi technique qui est là, la protection du droit d'auteur, retrouver les traces d'où ça vient, ce contenu-là, que ce soit dans l'écrit ou dans le visuel. Là, c'est le défi est le même, là, essayer de redonner à celles et ceux qui ont produit tout ça, là, que ce soit du texte ou que ce soit des images. Donc, Stéphane, tu vas faire des jeux de données, tu produis tu crées des fleurs. Bah, j'essaye en tout cas. Vous voyez, je pensais j'y connaître arrive, Stéphane un peu, là, mais là, c'est un visage attendrissant là, que je découvre. Là. Il produit. C'est un beau. Il produisait, il créait des fleurs à l'aide d'outils en intelligence artificielle. Ça en dit long sur toi. Merci Stéphane. Gros automne pour ces deux premiers collaborateurs. Écoutez, ça fait déjà 45 minutes là, qu'on roule. Je pense qu'on va couper cet enregistrement en deux. Je suis certain que nos auditeurs, auditrices vont nous le pardonner. D'ailleurs, pour me faire pardonner, je vais publier première partie aujourd'hui. Tiens, on est jeudi le 7. Puis l'autre épisode on va prendre une pause, mais en tout cas, pas nous autres, on va enregistrer tout de suite. Là. Mais pour les auditeurs, vous aurez une pause de nous pendant une semaine. Puis déjà la semaine prochaine, là, vous aurez la partie 2 de cette rencontre. Donc, on prend une pause, puis d'ici là, pour vous, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye bye.